debout dans le chaos du monde. Carole Desbarres. Quelqu'un considère une brique, une brindille, c'est-à-dire prend le temps d'en apprécier les qualités, les défauts, à la fois l'esthétique et peut-être l'adéquation aux besoins avant que de les manipuler. Puis cette personne passe à l'acte suivant et fait entrer l'objet de son attention dans une chaîne d'autres objets similaires destinés à un même usage. Et dans la salle obscure, le public rit. Un pensionnaire de la clinique de la Chênaie fait partie d'une chaîne qui, sur un chantier, construit une extension du corps principal en compagnie d'autres malades mentaux, de professionnels du bâtiment, d'élèves en architecture. Alors que tout le monde s'affaire, sereinement, il porte une scrupuleuse attention à une brique particulière qui nous paraît tout à fait banale. Bref, en ignorant tranquillement les impératifs de cadence, il pose un acte selon des règles qu'il élabore et non selon la loi de la logique productive. D'où l'étonnement attendri du public. Dans le film Déraillement, réalisé en 1983 par Thierry Derocle, avec le concours de Childéric de Boiscuyer, le docteur Jean Girade, alors responsable de ce lieu d'accueil et de soins, commente ainsi ce genre de ralentissement. Les fous ne recherchent pas la beauté, mais ils sont comme des enfants, ce sont des moralistes, ils veulent savoir comment sont les choses. Sur la générale, pour échapper à des poursuivants, Buster Keaton déploie une folle énergie à alimenter en bois sa locomotive. À ses côtés, la douce, qui veut aider son bien-aimé, elle choisit avec soin une brindille, et après l'avoir contemplée et mesurée à l'aune d'obscurs critères esthétiques, la lui tend. Buster interrompt sa cadence infernale, regarde avec attendrissement cette branchette, cette preuve d'amour qu'il jette immédiatement après par-dessus bord et reprend sa tâche de forçat. Tout cela pour dire que le cinéma aime à montrer des actes qui ne correspondent pas à la logique en usage dans le monde. Alors il le fait à travers tous les films qui se concentrent sur des crises, des crimes, des acting out. Un certain cinéma le fait également en ne se focalisant pas sur un personnage qui aurait disjoncté, mais au contraire en organisant un monde de fiction autour d'un personnage seul à obstinément suivre une ligne dont l'orientation n'est connue que de lui, et parfois du spectateur. Il vaudrait mieux dire en désorganisant systématiquement le monde. Bien sûr, il s'agit du burlesque. Un des films les plus clairs à ce sujet est Jerry chez les Cinocs, dont le titre original est nettement plus explicite, The Disorderly Orderly, de Frank Tashlin. Un quidam sort de chez lui, un carton d'ordures à la main. Devant le désordre semé par le passage de Jerry Lewis, qui renverse de manière systématique mais non délibérée toutes les poubelles, il s'aligne sur le nouvel ordre en renversant à son tour les détritus par terre, mais il le fait de manière intentionnelle, cette fois, parce qu'il faut bien que le monde ait un sens. Dans un article au titre efficace « L'ordure, la vengeance », Michel Guilloux analyse ainsi le fait de jeter les ordures. Dans l'ordre symbolique, il n'est jamais question de jeter purement et simplement, sans autre forme de procès. La logique du don exige non pas de jeter, mais de rendre. Tout ce qui est reste, chute, débris, tout ce qui tombe des corps, et cela concerne tout autant les cheveux, les rognures d'ongles, les excréments, le sang menstruel que les cadavres ou les déchets de nourriture, tout cela doit être rendu à la continuité du monde. Le personnage d'Américain moyen, que l'on ne reverra plus dans le film, s'adapte au chaos, voire le réordonne dans sa sphère individuelle. La présence de Jerry Lewis a révélé cette potentialité du monde, pour son plus grand bien et le nôtre. Car en fait, quand dans un film un personnage sème involontairement le désordre, c'est le spectateur qui récolte la jouissance. C'est là toute la différence avec les films qui travaillent aussi le plaisir du détruire dans l'exaltation du mal, ceux qui mettent en scène des criminels par infamie, pour reprendre l'expression de Schiller. La jouissance du mal y naît de la négation d'un lien préalable et connu,
et consiste donc à désorganiser le monde avec préméditation, d'où un crescendo qui conserve la plus belle des explosions pour la fin. Déflagration, tornades de flammes, carambolage de voitures, implosion d'immeubles, explosion de vitres, de grandes superficies de préférence, déversement de milliers de mètres cubes d'eau. Depuis une dizaine d'années, la multiplication des effets spéciaux va dans le sens d'un pullulement de mini-Armageddon et tente de provoquer la jouissance du spectateur par une logique économique qui joint le dispendieux au quantitatif. Le succès des films qui fonctionnent sur ce régime montre bien qu'il s'agit là d'une réponse, discutable, à un réel désir. Le cinéma tend à dépeindre la folie des hommes, et souvent le fait en montrant comment le plaisir de détruire est un de ceux que nous partageons le mieux. Pour autant, l'enchaînement des catastrophes n'est pas un ressort narratif très nouveau. Il en allait ainsi dans un certain burlesque où l'on détruit ou perturbe beaucoup. Keaton arrive et les maisons s'effondrent. Tati passe et un carrefour encombré devient manège. Lewis se profile et des montagnes de boîtes de conserve s'écroulent, découvrant le baiser de deux amoureux qui s'étaient cachés là dans une logique qui ne correspond pas à la vraisemblance en cours dans le réalisme. Dans cette branche du burlesque, la série des altérations et délitements divers correspond alors à un certain type de cause, en général à la perturbation d'une loi, d'un ordre, mais, et c'est là, on l'a dit, un distinguo essentiel, sans volonté de nuire, par la seule présence corporelle du troublion, parce que c'est le monde et non lui qui est fou. La différence avec d'autres burlesques, Chaplin en tête, est claire. Les personnages incarnés par Tati, Keaton ou Lewis sèment le chaos derrière eux, mais le font par inadvertance. Du coup, les dégâts qu'ils entraînent n'ont pas de réelle gravité puisqu'ils ne sont pas le fruit d'une intentionnalité maligne. Le monde, jusqu'alors réglé, se contente d'être révélé dans son non-sens par les ondes concentriques qui se propagent autour du héros. Dans le cas de ces innocents burlesques, auxquels on pourrait rajouter entre autres Harry Langdon et Charlie Bowers, la transgression de la norme n'est donc pas posée en termes de morale mais de jouissance, dans l'inversion non préméditée de la loi. Bien sûr, il arrive qu'un cataclysme rétablisse l'ordre symbolique mis à mal par ces idiots, que l'on pense à l'explosion finale de Pour épater les poules de Charlie Bowers, 1925. Comment imaginer qu'un film, durera-t-il une dizaine de minutes, puisse laisser impuni un naïf qui joue à court-circuiter la sexualité naturelle en inventant des procédés de génération spontanée? Ces folies ne sauraient durer. Tati est mort et Lewis est le seul qui reste. Martin Scorsese. Avant tout, il faut dénoncer ici la responsabilité que portent ceux qui, en France, ont choisi la voie de doublage de Jerry Lewis. Nasillarde, dénuée de toute intelligence, elle affuble d'emblée les personnages interprétés par Lewis d'un quotient intellectuel proche du zéro. Comment le spectateur peut-il s'identifier aux situations vécues par un personnage que la bande-son désigne avec mépris comme débile, au sens le plus irrespectueux du terme? Il suffit de voir un de ces films en version originale ou sans le son pour que le comédien apparaisse différemment tout d'un coup. On s'aperçoit que sous les poignets retroussés d'une chemise impeccablement repassée, les avant-bras de cet homme ne sont pas inintéressants. La grande Marilyn ne le trouvait-elle pas sexy? Donc désirable, humain et susceptible d'identification. L'Académie norvégienne a bien pensé de son côté lui décerner le prix Nobel de la paix pour son action menée auprès des enfants atteints de dystrophie musculaire. Mais celui qui aura le plus fait pour rétablir une juste idée de cet acteur est incontestablement Martin Scorsese, qui en 1983 lui a confié dans La valse des pantins non le rôle du bouffon tenu par De Niro, mais celui de l'homme normal, victime d'un fou. Malgré des préjugés qui restent tenaces, on soutiendra ici que Jerry Lewis compte parmi les comiques de cinéma les plus importants de cette deuxième moitié du siècle. Peut-être parce qu'il a su successivement interpréter les films réalisés par Torog, Tashlin, dans le duo avec Dean Martin,
puis est passé à la mise en scène pour enfin se placer au service d'un grand cinéaste, Scorsese, dans une tonalité grave qui montre la variété de son jeu. Peut-être aussi nous touche-t-il parce qu'il apporte une couleur particulière dans les films qu'il réalise et interprète. En effet, dans Le tombeur de ces dames, en 1961, dans Yaya, mon général, en 1970, T'es fou, Jerry, en 1985, pour se limiter aux principaux et peut-être encore plus que dans Dr. Jerry et Mr. Love qui date de 1963, Lewis travaille ses fictions qui lâchent dans le monde un être simple qui ne connaît pas la règle du jeu communément acceptée et par contre-coup introduit de véritables mutations génétiques dans son sillage. Lars von Trier a tenté à sa manière ce coup-là avec Les Idiots, mais Lewis complique la partie. Certes, si ce héros n'est pas préoccupé des normes mondaines, en revanche, il l'est des questions morales. D'ailleurs, comme souvent les enfants et les malades mentaux dont parle le docteur Jean Girard, il se tient dans le camp du questionnement avec énergie. Ce simple est un moraliste, et comme il ne se prive pas d'étaler son désir d'harmonie universelle, ce que ne font pas Hulot, qui veut surtout être gentil, ou Buster, préoccupé de ne pas nuire, la gêne arrive. Parce qu'après tout, un naïf catastrophiquement maladroit, soit, mais un idiot qui ne renonce pas à faire triompher le bien. Lewis n'hésite jamais devant les grands sentiments, et ce jusqu'à oser le mauvais goût de la guimauve pathétique. Pourquoi le défendre alors ? Parce que dans ses meilleurs films, Le tombeur de ces dames, T'es fou, Jerry, Lewis prend en charge la folie des hommes sans abdiquer devant la cruauté. Il décrit les minuscules dérèglements qui révèlent, tapis dans le bruissement du monde, sa constitutive cacophonie. Un exemple, dans Le tombeur de ces dames, le personnage interprété par le réalisateur manifeste un violent rejet des femmes et de leur traîtrise. Après une rupture amoureuse désastreuse, il part et trouve loin de chez lui refuge et travail, mais dans un pensionnat de jeunes filles. Retenu dans sa fuite par l'imposante matrone qui tient cette maison, il met toute son ardeur dans son travail d'homme à tout faire, tout sauf, et manifeste donc une bonne volonté et une gentillesse qui n'ont d'égal que sa maladresse et son art de provoquer de mini-catastrophes. Ici arrive un des plus beaux gags de son œuvre. Cet homme que les femmes terrifient et attirent époussette le salon, ce qui constitue une métaphore efficace du métier de comique. Il en arrive à poser son plumeau sur un portrait en pied de la douairière et voilà que, parce que le féminin est irréductiblement vivace, répulsif et à la fois fascinant, le rouge à lèvres peint, il y a longtemps, se met à baver comme s'il venait d'être posé sur des lèvres de chair. La trace est obscène, à la fois parce qu'elle est impossible à accepter dans une logique réaliste et parce qu'elle rend visible la technique 36 bis de la séduction, le rouge à lèvres. Le désir est donc soumis à la matière, pire à l'intentionnalité. Courage, fuyons. Jerry Lewis, que l'on sait lecteur des écrits psychanalytiques, n'a pas hésité devant cette micro-perturbation de l'ordre normal des choses, dont seul l'innocent de service pouvait dévoiler la logique souterraine. D'ailleurs, avant même de réaliser lui-même ses films, il affichait une connaissance profonde des ressorts du burlesque. En 1959, lors d'un débat télévisé et en s'adressant à un public de jeunes, il l'affirmait. L'obscénité est un élément primordial dans toute description honnête d'un personnage donné. Ici, la crudité du propos consiste à démolir non des maisons ou des voitures, mais la conception romantique et éthérée de la séduction. Par exemple, en mettant en place un système de grimaces hors du commun. D'une certaine manière, Lewis ose là une outrance qui pourrait se comparer à celle que se permet Rohmer sur le même terrain, celui de la séduction, en matière de langage. La guerre des sexes est terriblement concrète et c'est en examinant l'arsenal des armes utilisées dans chaque camp que l'on en parle bien, techniquement. Sauf que Lewis ne se contente pas de ce décapage, il rajoute toujours une dose de sentimentalité.
Les personnages d'amoureux transis dont il se fait une spécialité sont les mêmes qui, dans les séquences de burlesque, font d'abominables grimaces. Que Lewis travaille l'obscène, soit qu'il étale de bons sentiments, soit. Mais comment ose-t-il faire les deux dans un seul film? Et en fait, ce qui dérange peut-être le plus chez Lewis, c'est cette indécence. Le burlesque nous a habitués à la scatologie et nous y trouvons une jouissance que notre statut d'adulte nous interdit dans la vie sociale, est reconnu. Le mélodrame suscite le plaisir des larmes. Mais comment mélanger deux genres qui tous deux refusent la demi-mesure? Comment gérer en tant que spectateur l'habituelle misogynie du burlesque et la béatitude un peu mièvre de Jerry Lewis devant les jeunes femmes dont ses personnages sont amoureux? Lewis propose là une skise qui perturbe le spectateur. Un mot tout de même. D'abord, il a au moins 3 prédécesseurs célèbres dans cette attitude, même si chacun met en place ce clivage de manière différente. Chaplin, Keaton et Tati. Ensuite, il faudrait un jour s'attacher aux raisons qui poussent ce cinéma aux situations très tranchées, ce cinéma très masculin, à se construire sur une dépréciation du féminin. Pour aller vite, s'interroger sur la maladresse de la compagne de Keaton, sur la locomotive de la générale, Marion Mac. Comparé à contrario à l'habileté manuelle d'un personnage de comédie aux petites touches de burlesque, la Clooney Brown de Lubitsch, Jennifer Jones, qui jouit en réparant canalisation et tuyaux au borborigme obscène. C'est le premier de ces deux personnages qui est le plus traditionnel, peut-être parce que dans le monde masculin du cinéma burlesque, le mode de l'attendrissement, lié à une culture féminine, ne trouve sa place que dans le rejet. Lewis, lui, comme les grands cinéastes, travaille ce qui lui fait peur, ce qui ne l'empêche pas de l'aimer. C'est cette revendication de la complexité que l'on peut ne pas supporter chez ce cinéaste. Non le grotesque, mais la saturation du positif qui l'accompagne. Jerry Lewis en est conscient et cela se voit dans la façon dont, dans ses propres réalisations, il contre-attaque en maltraitant les personnages dont la profession est d'être clown. Ainsi, dans Les Tontons farceurs, 1965, le seul vrai salaud est le clown de cirque. Mais il est frappant de constater qu'à la toute fin du film, le personnage incarné par le cinéaste, le chauffeur, généreux et lucide dans la grande tradition mélodramatique du berger et de la princesse, Willard donc, revêt l'attirail de l'oncle clown, être sordide qui méprise les enfants pour lesquels il joue. Le gentil chauffeur sera trahi par sa maladresse coutumière. Il inverse quotidiennement ses chaussures. Sous le travestissement, l'enfant le reconnaît à ce détail. Le clown digne de cette fonction, c'est celui qui perturbe un tant soit peu l'ordre normal des choses, pas celui qui se coule dans le cynisme. Se pose maintenant la question du fameux film Le jour où le clown pleura, inachevé depuis 1972 et dont, comme beaucoup de cinéphiles, je n'ai rien vu puisqu'il n'a pas été montré. Le script, une ordure de clown dans un camp de concentration. Il conduit les enfants à la chambre à gaz, mais parce qu'il les fait rire, s'attache à eux. Au départ, le personnage est ignoble. Joan O'Brien, qui a coécrit le scénario, en parle ainsi 20 ans après. Ce clown utilise les gens. Il balance tous ceux qu'il connaît, qu'il les pense anti-hitlériens ou pas. Il essaie juste de sauver sa peau. Et même en prison, c'est un moins que rien. Harry Shearer, acteur, écrivain, collaborateur de Spy et expert en téléthon, commente le bout à bout qu'il est un des rares à avoir visionné. C'est un objet parfait. Ce film est si radicalement raté, son pathos et ses effets comiques si violemment déplacés, que si vous essayez d'imaginer ce que ça pourrait être, vous serez toujours en dessous de ce que c'est vraiment. On peut se demander ce qui suscite autant de compassion. Bien sûr, dans le même entretien, Sven Lindberg, un critique suédois, reconnaît que pour Lewis, le projet avait son importance parce que, étant juif, il pensait que son film contribuerait à expliquer l'horreur de la Shoah, ce que confirment les propos du réalisateur.
J'ai pensé que The Day the Clown Cried serait une façon de montrer que nous ne devons pas trembler et nous abandonner aux ténèbres. C'est la leçon que nous donne le clown. Le problème vient peut-être de ce que le film de Lewis est arrivé 20 ans trop tôt, dans une époque où la déconstruction s'interdisait l'expression ouverte de l'émotion. On pense bien sûr à l'impossibilité qui aurait été celle de tourner La vie est belle de Benigni dans ces années-là. Les années 70 ont eu d'autres qualités, mais l'exemple de ce film inachevé éclaire l'œuvre passée de Jerry Lewis. En fait, l'inhabituelle cohabitation du burlesque et du mélodramatique est loin de constituer un regrettable accident dans sa conception cinématographique. Elle est essentielle à sa vision du monde, comme le prouve en contre-exemple un autre de ses films, Ya Ya, mon général. Ce film, qui porte un titre plus ironique en anglais, Which Way to the Front, est une des rares œuvres de Lewis sans amourette, sans femme. C'est l'histoire d'une bande d'hommes qui va tenter de refaire l'histoire. Le magnat Byers III lève sa propre armée, une poignée d'hommes, pour affronter Hitler. Plane tout au long du film le souvenir du dictateur de Chaplin, 1940. Mais Lewis, rusé, s'il reprend le traditionnel jeu du double qu'il pratique depuis son duo avec Dean Martin jusqu'à ses travestissements dignes de Guitry dans ses propres réalisations, ne le fait pas en imitation du maître. Chaplin avait lui-même campé et le barbier juif et le dictateur antisémite Heinkel. Le personnage principal de Ya Ya, mon général, a bien des doubles, eux aussi interprétés par Lewis, mais ce sont deux autres généraux ennemis, un Allemand, Kesselring, et un Japonais, et non pas Hitler, Sidney Miller. Passons sur le patriotisme chauvin qui se développe dans ce film. Dans Ya Ya, mon général, la gêne passe par un autre clivage que burlesque mélodramatique. Dans Les pas de Chaplin, Lewis y joue la dangereuse complémentarité burlesque-engagement. Le risque est grand. Rit-on pour, contre? Le grotesque ne peut-il pas balayer la gravité de l'enjeu, voire faire basculer du côté de l'ennemi? Il est indiscutable que la tentative de Lewis s'efface devant le chef-d'œuvre de Chaplin. En revanche, ce film parle plus frontalement d'un sujet qui est moins affirmé dans Le Dictateur, le masculin. Pas la virilité conçue ici comme un corollaire, mais ce qui, des hommes, les sépare des femmes, et dans ce film, ce qui marque socialement cette différence. Chaplin met en scène un magnifique personnage de femme, Paulette Goddard, une jeune juive qui refuse la résignation, pousse son amnésique de barbier à la révolte et se bat les armes à la main, en l'occurrence une poêle à frire. Lewis, lui, ne s'attache pas dans son film aux personnages féminins qu'il stylise jusqu'à leur donner un statut d'objet. Les filles propres à sa consommation sont embarquées dans un filet entre des jeeps et du matériel de guerre. Il a d'autres chats à fouetter. Il faut dire qu'il place en ouverture de son film une séquence essentielle. Le milliardaire est réformé lors de la visite de conscription. Tous ces dollars ne lui serviront à rien par rapport au fait qu'il est rejeté. Et cela donne lieu à la séquence la plus outrancière du film, celle où le magnat profère de manière compulsive des cris inarticulés chaque fois que ce mot est prononcé devant lui. Le fait que Jerry Lewis et lui-même, jeune homme, été rejeté, alors qu'il voulait s'engager volontairement pour rejoindre les Alliés en Europe, ne suffit pas à expliquer le grotesque ni l'intensité de la scène. On a l'impression que Lewis ancre dans ce moment burlesque tout l'engagement qui va suivre. D'ailleurs, il reprendra le thème plus loin. Byers, le personnage qu'il interprète, prendra la place d'un double allemand, le général Kesselring, lui-même affligé d'une claudication, véritable miroir de l'infirmité bégayante du magnat soi-disant tout-puissant. La subtilité de l'affaire est que, de toute la petite bande, Byers est le seul à vraiment arriver à imiter la démarche grotesque de l'ennemi. Probablement, l'absence de femme dans le récit permet-elle pour une fois un point de rapprochement entre le héros burlesque et quelqu'un participant de la folie du monde. Pour une fois, malgré la stylisation évidente dans Ya Ya, mon général, le personnage qui porte la logique du film n'est pas radicalement hétérogène au monde qui, lui, dérive dans la folie.
Et d'une certaine manière, Lewis retrouve ainsi Chaplin. Les deux cinéastes interprètent eux-mêmes un héros positif et un héros négatif, même si, par déférence, Lewis ne reprend pas l'idée du double de Hitler. Parce que l'antisémitisme, comme le racisme en général, s'exprime dans le fantasme d'une origine pure, non partagée, il est important que ces deux artistes montrent par leur corps que, des deux côtés, les ennemis sont des hommes, et par voie de conséquence, que celui qui est opprimé peut se battre avec celui qui le persécute. Folie des dictatures, folie des hommes, folie du monde. Comme quoi les grimaces peuvent désigner, derrière des éléments conjoncturels, des questions qui, même si elles restent sans réponse, sont essentielles. Qu'est-ce que appartenir à un groupe, celui des hommes? Naît-on homme ou le devient-on? Et plus largement, qu'est-ce que le masculin? Généralité, direz-vous. Certainement pas de la part d'un homme séduisant qui s'expose en s'enlaidissant par des grimaces et en montrant son corps empêtré dans des maladresses qui sont plutôt le fait des personnages féminins au cinéma. Pas plus que d'un homme qui reprend à son compte l'émotion que l'on place plutôt dans les représentations de figures féminines, avec cette conviction que le sentiment est gros de vérité. Alors, impudique c'est sûr, comme le sont d'autres grands cinéastes, par exemple Clint Eastwood montrant son corps vieillissant, dénudé, mais aussi osant afficher ce que les hommes montrent trop peu au cinéma, à côté de leurs forces, leurs failles, leur fragilité. Peut-être faut-il inverser l'ordre du monde et le présenter comme fou pour que de telles indécences trouvent leur place sur l'écran. Et quand ces audaces sont le fait de ceux qui affirment que le clown, le vrai, peut résister et nous apprendre à ne pas trembler, ni nous abandonner aux ténèbres, alors je suis admirative.